Si quand tu finis ta vie, tu as laissé un peu plus de terre sur terre, ça veut dire que tu as réussi ton pari et que les générations d'après vont pouvoir produire. On prend juste en compte la quantité produite, on se fout de la qualité et puis on ne prend pas en compte non plus les pollutions et toutes les ressources qu'on va prélever et qui ne sont pas renouvelables. On dit que le sol fertile est non renouvelable, comme le pétrole. Mein Name ist Pierre Girard. Ich bin Wissenschaftsjournalist aus Frankreich und pendele zwischen Berlin und Paris. Überall in Europa stelle ich fest, wie wir unsere Nahrung anbauen, hat auch einen riesigen Einfluss auf unsere Umwelt. Ein Viertel aller Treibhausgasemissionen stammt aus der Landwirtschaft. Und jedes Jahr gehen uns weltweit 24 Milliarden Tonnen an fruchtbaren Boden verloren. Dabei liegt die Lösung vieler dieser Probleme direkt unter unseren Füßen. Erde ist kein Dreck. Sie gibt uns Nahrung, Kleidung und alles, was wir zum Leben brauchen. Ohne gesunde Böden gäbe es mehr Dürren, mehr Überschwemmungen. Es ist höchste Zeit. Nicht umsonst heißt unser Planet Erde. Ich mache mich auf zu Menschen, die sich für die Rettung der Böden einsetzen. Mit ganz konkreten Methoden packen diese Landwirtinnen und Landwirte unsere Umweltprobleme direkt an den Wurzeln. Dans cet épisode, je mène l'enquête en France, vraiment tout près de mes racines. Mon pays est connu pour ses vignes, pour ses céréales, pour ses terroirs en général. Tout ou presque semble y pousser à merveille. Et ça fait de lui le premier producteur agricole européen. Mais ça ne pourra pas durer si on ne fait pas attention à conserver les sols fertiles. Parce qu'on le sait peu, mais la terre qui nous nourrit est une ressource non renouvelable. Si on la perd, par exemple sous l'effet des engins agricoles ou de l'érosion, eh bien c'est irréversible à l'échelle d'une vie humaine. Et je vais voir des agriculteurs qui tirent le signal d'alarme. Dans le sud-ouest, je vais accompagner Benoît en mission. Il se sert de nos déchets pour redonner vie au sol pauvre du Périgord et y faire pousser des fruits et légumes. Il est persuadé qu'on peut faire pousser plus sans pour autant endommager la terre nourricière. Bien au contraire. Dans le sud du Massif central, dans l'Aveyron, j'ai rendez-vous avec Sarah. Sa ferme céréalière était la première qui a fait le pari d'arrêter totalement le labour. Et son credo, c'est que le tracteur, le symbole de l'agriculture, ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Je m'appelle Sarah Singlet, je suis agricultrice en Aveyron sur la plus vieille ferme de France en agriculture de conservation des sols. C'est mon père, en 1980, qui avait arrêté le labour. Ça fait 42 ans que ça fonctionne. Et ça fait partie des défis que notre génération doit relever, parce que le challenge pour nous, jeunes agriculteurs, ça va être à la fois de préserver et restaurer la fertilité des sols, tout en continuant de produire du pain et des pâtes. Aujourd'hui, c'est la fête à la grenouille. C'est ça. Donc là, on est juste en bas de ton champ, en fait. C'est vraiment la météo idéale pour se rendre compte de l'effet de l'érosion, finalement. Oui, oui. Tout ce que tu vois ici, c'est les conséquences de l'érosion du sol. C'est vrai qu'on a tous vu un ruisseau ou un fleuve qui se colore en brun, en marron, en chocolat quand il pleut fortement. Ça, c'est vraiment l'indication que les sols fertiles s'échappent, disparaissent. Et quand tu vois cette eau marron, donc elle emporte avec elle tout un tas de particules de sol, 1 millimètre qui s'en va, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans. 10 mètres cubes sur un hectare. Ouais. Oui, c'est vrai que les pays de l'Union européenne perdent chaque année 950 millions de tonnes de sol fertile. Ça représente 1 centimètre sur 2 fois la superficie de la Belgique. C'est absolument énorme. Moi, chez moi, je connais le compost, mais pour former du sol fertile, c'est un peu plus compliqué que ça. Le sol, en fait, c'est une interaction entre de la géologie et de la biologie. Donc la géologie, c'est ce que tu vas voir là, c'est ce qu'on appelle de la roche-mère. Et la biologie, ça va être des végétaux, ça va être des acides, par exemple, qui vont dissoudre cette roche-mère et qui, progressivement, va faire de la matière organique. Et la matière organique, en gros, quelque part, c'est l'humus, c'est ce qui va permettre de rendre un sol fertile. Progressivement, le sol va se former, mais ça va prendre des milliers d'années. Et on détruit beaucoup plus vite les sols que ce que l'on va mettre de temps pour les former. C'est pour ça qu'on dit que le sol fertile est non renouvelable, comme le pétrole. Il est non renouvelable et on dit surtout qu'on va manquer de sol avant de manquer de pétrole.
Je comprends que tu veux conserver ton sol fertile, mais quand il pleut comme aujourd'hui, tu peux pas arrêter la pluie quand même, on est d'accord? On ne peut pas arrêter la pluie, mais on peut arrêter les conséquences négatives de la pluie. Parce que la pluie, elle a toujours existé depuis la nuit des temps. Ce qu'on va juste chercher à mettre en place, et ce sont des pratiques agricoles qui permettent de limiter l'érosion des sols. Ok, et c'est ce que tu vas montrer Oui, aujourd'hui? c'est ça. Bon, on y va. Donc je laisse la roche-mère ici. Sarah möchte vor allem, dass ihr Boden die richtige Struktur hat. Mit anderen Worten, dass die Erde krümelig ist. Ein fruchtbarer Boden ist nicht völlig kompakt. Er ist wie ein Schwamm und enthält auch Luft und Wasser. Diese Elemente bilden ein empfindliches Gleichgewicht. Materie und Hohlräume wechseln sich ab. Große Hohlräume, durch die die Wurzeln in den Boden eindringen können, auch Wasser und Luft können so zirkulieren. Aber wenn man genau hinschaut, sind da auch winzig kleine Hohlräume. Sie speichern die Luft und das Wasser, die die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Diese dünne, perfekt strukturierte Schicht ist die Haut unserer Erde. Erst dank ihr kann Sarah Getreide in großen Mengen produzieren. Aber kann sie auch bewahren mit ihren bodenschonenden Anbaumethoden? Donc ça, c'est des échantillons témoins en conventionnel, et ça, c'est des échantillons de ton sol. On ne dirait pas qu'il y a une différence entre les deux, surtout. C'est la même texture, a priori, à l'œil nu, comme ça. Ouais. A priori, tout est pareil. Ouais. À part la couleur qui est très très légèrement différente. Ouais. Et on va faire ce qu'on appelle le slake test, c'est C'est ça? ça. Donc toi, tu prends celui-là. Tu prends le tien, Oui, celui que tu connais, on a Oui. la même taille? la même taille. Tout est à peu près pareil. Hein. Ouais. Donc on va les mettre dans... Et on va attendre, on va voir ce qui se passe. Donc là, on simule une pluie. Et on simule une pluie, ouais. Pour le moment, il n'y a pas une grande différence, mais bon, c'est Non, le mais début. non. Ah, regarde, Le sol commence à partir. c'est incroyable. Chez toi, il n'y a encore rien qui bouge Oui, pour oui. l'instant. Je confirme, on n'a rien touché. Moi, je trouve que c'est flagrant. On perd vraiment une quantité folle, alors que de ton côté, Il n'y a rien qui il n'y part. a rien qui se passe. Ouais. J'aimerais bien juste le secouer légèrement pour voir s'il y a un effet différent. Oh là là! Là, on a perdu 1,5 cm, 2 cm, et là, chez toi, on a perdu, je sais pas, moi, 2 mm finalement. Oui, oui, oui. Donc là, ça veut dire qu'il y a toute la terre qui s'en va, et tout ça, ça va partir dans les ruisseaux, dans la mer, et ça veut dire que l'agriculteur perd la fertilité de son sol. Derrière toi, là-bas, je vois une charrue, je pense, qui a pas l'air d'avoir servi depuis un petit moment. Oui, c'est ça. Mais ici, c'était un outil qui était utilisé il y a très longtemps. Et ça, c'était à tes arrière-grands-parents ou Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mes arrière-grands-parents. Mais il y a quand même une utilité au labour, d'un point de vue agronomique, non? L'intérêt qu'on voyait jusqu'à présent, c'était pour enlever les mauvaises herbes. Parce que tu vas retourner la terre, donc c'est-à-dire que toutes les plantes qui sont en surface, tu vas les mettre en profondeur. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on faisait de la minéralisation. Donc en fait, tu allais amener un peu de fertilité aux cultures que tu étais en train de faire pousser. C'est bien ça, quand même. Au départ, c'est bien. Tant qu'il y a de la fertilité, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on a des sols qui ont perdu toute leur fertilité parce qu'on a intensifié le travail du sol. On est en train d'expliquer qu'on va travailler moins pour gagner plus. Alors, c'est pas un message politique, c'est la réalité, ça marche. On travaille vraiment moins pour gagner plus, parce qu'on travaille beaucoup plus avec la nature. Was passiert eigentlich beim Pflügen? Die Schar des Pfluges dringt 10 bis 40 cm in den Boden ein und zerstört seine Struktur. Nur auf 5 bis 10% der europäischen Agrarflächen wird heute nicht mehr gepflügt. Dazu gehören auch die Gemüsefelder von Benoît. Je m'appelle Benoît Le Bob et je suis arrivé il y a 14 ans sur cette petite ferme en Périgord. Et mon objectif, c'était d'essayer de faire du maraîchage sur ces terres qui étaient plutôt pauvres. Le défi, ça a été d'essayer de faire pousser des légumes et de faire pousser beaucoup de légumes de qualité. Et tout ça en redonnant vie au sol grâce aux techniques de maraîchage sur sol vivant qu'on s'est mis à développer depuis plusieurs années. Alors, à quoi ça ressemble un sol vivant? On peut creuser? Ouais, bah tu vois là il y a un peu de mulch en surface. Tu crois qu'on peut creuser carrément une espèce de motte pour voir un peu à quoi ça Je ressemble? vais faire un trou et après, comme ça on pourra après sortir une belle motte d'un coup. Alors, qui habite dans ton sol vivant? J'ouvre l'hôtel. Waouh! Et là on voit toutes les galeries. Quoi. Il y en a partout, c'est génial.
C'est quoi ta définition de la terre fertile? Pour moi, une terre fertile, c'est une terre où les plantes, elles poussent toutes seules, quoi. Mais du coup, souvent, c'est des terres noires, c'est des terres riches en matière organique. Et dans ces terres-là, en tous les cas, sous nos latitudes, il y a un rôle qui est joué par le ver de terre pour créer ces sols, quoi. Il y a un rôle très important. Les vers de terre, ils représentent plus de la moitié de la biomasse de tous les animaux vivant sur Terre. C'est important, le ver de terre, pour toi? Ah bah c'est fondamental, là, quand il y en a beaucoup, on peut avoir plusieurs tonnes de vers de terre à l'hectare. C'est génial. Et toute ta terre fertile, finalement, elle passe à travers l'intestin d'un ver de terre. En 1 ou 2 ans, ouais. Wow. Die Ausscheidungen von Regenwürmern sind reich an pflanzenverfügbaren Nährstoffen. Regenwürmer sind die Ingenieure des Bodens. Ihre Gänge belüften ihn und helfen den Wurzeln, aber auch dem Wasser, sich einen Weg zu bahnen. Sie durchmischen den Boden und verleihen ihm seine krümelige Struktur. Regenwürmer sind Teil der Makrofauna. Ein Dutzend Lebewesen, die uns vertraut sind. Insekten, Spinnen, Nacktschnecken, Ameisen, Tausendfüßler. Sie graben, schneiden und verdauen das organische Material. Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen sich. Der Mistkäfer zum Beispiel frisst Fäkalien. Ohne ihn würden die Exkremente sehr lange an der Oberfläche liegen bleiben. Springschwänze gehören zur Mesofauna. Gemeinsam mit Nematoden verschlingen sie totes organisches Material und Pilze. Milben sind blind und verlassen sich allein auf physikalische und chemische Reize, um durch den Boden zu navigieren. Noch bizarrer ist die Mikrofauna. Protozoen, also Urtierchen, aber auch Bärtierchen und Rädertierchen. Schließlich die Mikroflora, Bakterien und Pilze. Millionen von ihnen bevölkern den Boden. Und sie liefern uns sogar Medikamente. Penicillin wurde aus einem Bodenpilz entwickelt. Und die große Mehrzahl unserer heutigen Antibiotika aus Bodenbakterien. All diese winzigen Organismen leisten gigantische Arbeit. Sie zersetzen das organische Material im Boden und machen ihn überhaupt erst fruchtbar. Et pour trouver la nourriture de ces vers de terre, Benoît va dans un endroit assez inattendu. On y va? Comment ça se passe exactement pour récupérer ces déchets organiques? C'est un partenariat avec la déchetterie ici ou... Ouais, parce qu'en fait, eux, ils avaient un problème, c'est qu'est-ce qu'ils font de ce déchet? Et en fait, pour nous, c'est une ressource, quoi. C'est juste trop important que ces matières, elles reviennent au sol pour recréer de la fertilité, quoi, et éviter d'avoir des sols qui s'appauvrissent, quoi. Grünabfall besteht zum Beispiel aus Gartenabfällen oder Zweigen, die beim Baumschnitt anfallen. Bonjour. Donc on va prendre la camionnette rouge et oui. Vous nous suivez? Oui, ouais. Roulez tranquille parce que moi je suis chargé à l'arrière. Hein. Ouais, hein, ok. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme si on transportait un trésor. Oui, on est allé chercher notre trésor vert, notre or vert, voilà, qui fertilise nos champs. Et chez Sarah, ici en Aveyron, la matière organique, elle est apportée aussi par la trentaine de jeunes vaches qui sont là. Sarahs Boden wäre nicht fruchtbar ohne eine dritte Komponente, Mineralstoffe. Wenn Blätter von einem Baum fallen, zersetzen die Lebewesen im Boden dieses organische Material und produzieren sogenannten Humus. Aber den können Pflanzenwurzeln noch nicht aufnehmen. Jetzt kommen Bakterien und Pilze ins Spiel. Sie wandeln einen Teil des Humus in anorganisches Material um, nämlich Mineralstoffe, vor allem Stickstoff, Phosphor und Kalium. Wenn sie sich in Wasser auflösen, können Pflanzen sie aufnehmen und wachsen. Und so geht es endlos weiter. Aus toter Materie entsteht immer wieder neues Leben. Um Fruchtbarkeit und chemische Zusammensetzung ihres Bodens im Blick zu behalten, lässt Sarah ihn regelmäßig analysieren. Elle se demande ce qu'on fait. C'est ça.
Qu'est-ce qu'ils font avec ce drôle de bidule? On enfonce la tarière dans le sol, on tourne un peu et après on extrait le sol du coup. Et on a une jolie carotte. Voilà, et les carottes, donc en fait si tu veux tout ça on va envoyer pour que ce soit analysé et pour avoir le résultat des éléments minéraux qui sont contenus dans ce sol. Et toi tu fais ce genre de prélèvement régulièrement, qu'est-ce que tu trouves d'habitude dans tes sols? Oui, donc les prélèvements ils doivent se faire tous les 3-4 ans. Parce qu'on dit que la transition chez un sol, elle se fait tous les 3-4 ans pour voir les évolutions. Donc là-dedans, on va constater la teneur en calcium, en magnésium, en oligo-éléments. Donc ton sol, une fois que tu as la bonne structure, les bons organismes vivants et les bons minéraux, c'est gagné? C'est gagné à condition que tu le gardes chez toi. Si jamais ce sol s'en va dans les ruisseaux, tu as tout perdu. Donc l'objectif, c'est de conserver tout ça dans la parcelle intacte afin que ça ne s'en aille pas chez le voisin ou dans les ruisseaux ou dans les mers. Sarah wechselt mit ihren Kühen täglich die Weide, damit alle ihre Flächen gedüngt werden. Benoît hat dafür eine andere Technik. In der Natur düngt sich der Boden selbst, weil ständig organisches Material darauf fällt. Im Getreide- und Gemüseanbau dagegen wird ihm mit jeder Ernte Substanz entzogen. Er verarmt. Umso wichtiger ist da das Düngen. De précieuses matières organiques. On met carrément par-dessus le couvert végétal, quoi. Ouais, là on peut tout recouvrir. Ça va être leur festin, quoi, au ver de terre. Exactement. Allez, bon appétit. Voilà la belle terre de Sarah. Ça, c'est de la structure grumeleuse. Ça sent vraiment bon. Tu sens que Ça sent les sous-bois. ça sent les sous-bois. C'est un sol qui est aéré. C'est le résultat de 40 années de non-travail. Bevor sie ans Vieh verfüttert werden, düngen der Rotklee, die Luzerne und der Hafer auf diesem Feld den Boden. Doch eine solche Zwischenfrucht hat noch einen weiteren Zweck. On est d'accord, chez toi, les sols, ils sont jamais à nu, parce qu'il faut vraiment toujours les protéger à la fois de la pluie et du soleil. Tout à fait. Le sol, c'est exactement comme notre peau. On ne reste pas tout nu en plein été, en plein soleil. On ne reste Ça pas dépend. tout nu en plein hiver. Donc ce qu'on va faire, c'est le protéger pour éviter qu'à la fois les rayons du soleil viennent brûler toute la vie du sol. Et par rapport à l'hiver, c'est pour éviter que l'eau agresse le sol. Ici, l'eau, elle va être accueillie par toute cette biomasse végétale. Et elle va pouvoir s'infiltrer naturellement dans le sol. D'ailleurs, là, on vient de prendre 60 mm et tu vois qu'il n'y a aucun souci, l'eau s'est infiltrée, on arrive à marcher, on a les bottes propres, tout va bien. Ça veut dire que si tout le monde suit ton exemple de couvert végétal, bientôt dans les campagnes, on verra plus de terre, on verra plus ces paysages marrons qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait, et c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ce qui est génial, c'est que la couverture des sols, elle concerne tout le monde. Qu'on soit arboriculteur, viticulteur, céréalier, éleveur, maraîcher, tout le monde est concerné parce qu'on travaille avec le sol. Ouais, c'est pareil chez Benoît, ici dans le Périgord, les sols sont couverts en permanence. Et ça, c'est ton tracteur. Spectaculaire. Mit seinem Minikart zerkleinert Benoît zunächst die Zwischenfrucht, damit er sein Feld bepflanzen kann. Danach wird's sportlich. Allez. Ça va pas aller vite. Quel défi. Du coup, on va l'ouvrir d'abord en deux. Attends, ouais. Tu restes là, Pierre, moi je vais l'ouvrir là. Je tiens là comme ça? Non, même pas, et après on ouvrira comme ça, quoi. Ah ok, Mais ouais, d'abord, j'ouvrirai dans j'ouvre l'autre ce sens. sens-là. Il y a un côté pêcheur aussi un peu qui déplie son filet quand je te regarde là. Ouais, j'espère que la pêche sera bonne. Ouais, j'espère aussi. Là aussi, la passe est toujours des verres. Hein. Ok. Mais dis-moi, pourquoi tu choisis de mettre du plastique plutôt que, je sais pas, du paillage comme en permaculture de temps en temps? Là, l'intérêt du plastique, c'est que j'ai des trous de plantation, du coup, j'ai plus qu'à mettre mes plantes ici. Et en fait, il n'y a aucune autre herbe qui va pousser. Du coup, en termes de désherbage, je vais avoir aucun désherbage. Et en plus, le plastique, il va me permettre de garder l'eau que j'ai dans mon sol, parce que là, on est sur une parcelle sans irrigation. Donc en fait, là, si je gagne du temps, j'ai pas besoin de mettre de l'irrigation et je produis 2 fois plus de patates douces sur ce champ avec du plastique que sans plastique, c'est pas mal. Et t'en as combien des bâches plastiques sur ton exploitation? On commence à en avoir pas mal. Là, on doit avoir à peu près 1,5 hectare de bâches. Ah ouais, c'est énorme. Mais bon, après, si on compare à la surface de la ferme, ça fait à peu près 1/10, puisqu'il y a à peu près 15 hectares. Ça fait quand même un paquet de plastique. Ouais, c'est surtout un paquet de manutention. On est pas mal là, non? Ouais, bah là, on a bien gardé l'alignement, c'est parfait. Mais il y a quand même, j'imagine, du plastique qui reste dans ton sol à la fin, non? Quand il y a les trous, c'est les rongeurs qui les mangent. Ouais.
Donc là, effectivement, ça doit finir dans l'estomac du rongeur. Mais après, effectivement, sur tout ce qui est micropolluant, là, moi, je vois pas, avec mes yeux. C'est sûr. Bon, c'est toujours un choix, il n'y a pas de solution idéale, même en agriculture, quoi. Mais n'empêche que l'utilisation de cette bâche-là, moi, ça me permet de pouvoir produire avec le cahier des charges que je me suis fixé, c'est-à-dire pas de désherbant chimique et pas de travail du sol. Et si pour moi, l'arbitrage, je préfère avoir éventuellement un peu de microplastique, ça me paraît beaucoup moins nocif pour le sol que le travail du sol ou les produits chimiques de synthèse. C'est un compromis, quoi. C'est mon compromis en tous les cas. Sarah bewirtschaftet mehr als 100 Hektar mit Getreide und das ganz allein. Für das Abtöten der Zwischenfrucht vor der Aussaat hat sie einen anderen Kompromiss gefunden. Et chez toi aussi, Sarah, il y a un point qui t'attire sérieusement les critiques, c'est ton usage du glyphosate, comme sur cette parcelle qui est jaunie. Oui. Il faut vraiment que tu m'expliques pourquoi tu utilises aujourd'hui encore du glyphosate. Et le glyphosate, donc son action, ça va être de dévitaliser les plantes qui sont en place pour éviter qu'il y ait de la compétition sur la culture que l'on veut installer. Tu l'appliques toujours sur ton couvert végétal, comme celui qu'on a vu avant, et comme ici, mais tu ne l'appliques pas sur la culture qui sera destinée à l'alimentation humaine? Le glyphosate n'est jamais appliqué sur des cultures que nous allons récolter. Ob Glyphosat schädlich ist für Umwelt und Gesundheit, wird heftig diskutiert. Mehrere Studien haben seine Auswirkungen auf Bienen und andere Bestäuber nachgewiesen. Il y a d'autres propriétés comme son activité de chélation, ça veut dire qu'elle se lie aux métaux, peut-être aux oligo-éléments du sol, ou son activité antibiotique qui reste un peu plus longtemps. Par exemple ici, le glyphosate, il a forcément un effet sur le microbiote du sol. Alors que le microbiote, il est très utile dans ton travail, il est indispensable. L'agriculture naturelle, ça n'existe pas. C'est soit on laisse la nature faire, soit on fait de l'agriculture. Et l'agriculture, ça veut dire je vais modifier le milieu pour pouvoir installer une culture que je fais pousser. Pour toi, c'est pas possible de faire de la conservation des sols et du bio? À l'heure actuelle, on parle d'agriculture biologique de conservation, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de plus en plus de la conservation des sols, mais ils ne sont pas en totale conservation parce que de temps en temps, il y aura un peu de travail du sol pour désherber. Ouais, je comprends que tu me dises en agriculture de conservation, on ne peut pas se passer du glyphosate aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, on fixe un calendrier et on se dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on va arrêter le glyphosate et on met le paquet pendant ces 10 années, ces 15 années pour que la recherche trouve une alternative viable? La recherche fait beaucoup de travail là-dessus et à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution qui puisse le remplacer. Et nous, ce qu'on demande en tant qu'agriculteurs, c'est qu'on ne nous enlève pas nos outils de production tant qu'on n'a pas trouvé d'alternative viable. Il y a quand même beaucoup d'autres alternatives. Tu as le rouleau hacheur qui écrase et qui coupe les montées de sève. Il y a le scalper qui coupe la terre juste en dessous de la surface. Ou encore le mulch vivant avec des couverts qui n'entrent pas en compétition avec la culture de céréales. Tu pourrais choisir parmi ces alternatives-là aussi. Je pourrais choisir parmi ces alternatives, mais elles ne sont pas 100% efficaces. Quand tu coupes les montées de sève, il y a certaines plantes qui peuvent repartir, comme par exemple les graminées. Sur le scalper, c'est pareil, c'est-à-dire que toutes les plantes ne vont pas pouvoir être désherbées par le scalpage. Tu pourrais envisager de désherber à la main sur tes parcelles de céréales? Si je désherbe à la main, je ne pourrais pas cultiver tout ce que je fais là. Un désherbage à la main, tu vas désherber, allez quoi, 30 mètres carrés grand maximum. Mais tu ne vas pas désherber 100 hectares à la main. Die Wissenschaft sagt, man muss nicht unbedingt auf den Flug verzichten, wenn man den Boden schützen will. Es gibt andere Techniken, auch ohne Chemie. Einig ist man sich allerdings auch, mit diesen Methoden lassen sich in großen Betrieben nicht so hohe Erträge erzielen. Dem Landwirt bleibt die Qual der Wahl. Er entscheidet nach seiner persönlichen Überzeugung. Et qu'est-ce que tu produis exactement sur ta ferme? Donc là, on est sur du sarrasin. Après, je fais aussi du blé, qui fait de la farine pour faire du pain. Est-ce qu'il y a moyen de savoir l'effet de ton sol vivant sur ton rendement? Ici, c'est une parcelle qui avait fait 1,8 tonne à l'hectare, alors qu'en moyenne, on est plutôt sur 1 tonne à l'hectare, c'est-à-dire que j'ai pratiquement fait 2 fois plus. Et ta position en tant que céréalière par rapport à la crise du blé, là, par rapport à la guerre en Ukraine, c'est quoi? Qu'est-ce que ça change pour toi, pour tes pratiques ici? Mais ce que ça montre, c'est surtout que ça rappelle que le premier métier d'agriculteur, c'est le métier de producteur de nourriture. Et du coup, avec cette guerre en Ukraine, on se rend compte qu'il faut qu'on réarme tous les pays d'un point de vue de la sécurité alimentaire. La production reprend toute sa place. Benoît verfolgt seit 14 Jahren, wie sich lebendiger Boden auf die Qualität seines Gemüses auswirkt. Oh la vache! Comment ça se fait qu'elles sont aussi grosses, ces patates douces?
Si ma plante arrive à bien s'ancrer dans le sol, elle va pouvoir après créer beaucoup de feuilles. Si elle fait beaucoup de feuilles, elle va faire beaucoup de photosynthèse. Si elle fait beaucoup de photosynthèse, elle va du coup synthétiser beaucoup de sucre. Et du coup, après, elle va envoyer tous ces sucres qu'elle a synthétisés dans son système racinaire et du coup dans les tubercules. Du coup, le taux de sucre, on peut le vérifier avec le réfractomètre Brix, qui est un outil très simple qui utilise les vignerons. L'échelle de Brix, c'est celle qui permet de mesurer la teneur en sucre d'un produit. Et plus le taux est élevé, plus il y a du sucre dans ce produit. Je vais essayer de presser L'échantillon. Et donc là, le but, c'est de faire tomber une goutte sur la partie bleue. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? C'est pas un kaléidoscope, c'est bien un réfractomètre. Et bien là, on est à peu près entre 10-11. Qu'est-ce qu'on en conclut alors? On a plusieurs fois fait des mesures de patates douces qu'on a achetées au supermarché et les taux de Brix, ils sont entre 6 et 8 max, quoi. Ok, donc quasiment moitié moins de Brix. Moi je dirais qu'il y a aussi un moyen hyper simple de vérifier si c'est sucré. Je vais le manger. Ah ouais, c'est génial. C'est trop bon. Avec une vinaigrette, ça on peut le manger vachement bien, j'ai jamais essayé. Ça remplace le fromage hollandais là. Le fromage hollandais, ouais, au niveau de la couleur surtout. Et tu pourrais cultiver des céréales comme Sarah avec ton système? Oui, mais ça aurait de sens que pour me nourrir moi. En tous les cas, si je devais le vendre au prix auquel coûtent les céréales, ça n'a aucun sens. Aucun. Parce que tu ferais plus de bénéfices? Je serais à perte totale, quoi. Je le laisse à plat. C'est bon comme ça? Donc là, c'est une parcelle sur laquelle tu as mis du glyphosate il y a 3 jours, c'est ça? Donc c'est pas encore jaune parce que c'est... Mais c'est le temps que l'action se fasse. Donc là, la plante, elle a été dévitalisée. Elle va donc du coup tranquillement mourir, devenir jaune. Et ensuite, on verra la culture qui prend le relais, qui va s'installer. On dit souvent que le semi-direct, c'est une opération chirurgicale et sans cicatrice. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un disque qui ouvre un sillon, on dépose la graine et on referme. C'est la seule opération de travail du sol qu'on fasse ici. C'est vrai, on voit pas grand-chose. Hein. Non, on voit pas grand-chose. C'est juste un peu tassé. C'est la culture qui va prendre la place du couvert végétal. C'est ça. D'accord. Moi, quand je vais sur les fermes, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui adorent conduire leur tracteur. Ça va être difficile quand même de les convaincre. C'est peut-être quelque chose de masculin dans le sens... C'est plus l'aspect de puissance, en fait, de domination de la nature, alors que là, on n'est pas forcément dans un acte de domination de la nature, on est plutôt dans la recherche de travailler avec la nature. Et non, pas forcément uniquement contre elle, mais avec elle. Le métier d'agriculteur, ça veut dire cultivateur, c'est cultiver la vie du sol. Je passe beaucoup plus de temps à réfléchir à quelle plante je vais installer, comment je vais caler ma rotation, comment nourrir les animaux, plutôt que de regarder les boutons qu'il y a dans le tracteur. Si dans un monde idéal, on changeait de modèle d'agriculture, tu ne pourrais pas justement envisager une manière complètement différente où tu ne sois pas contrainte par des résultats justement? Moi, je suis d'accord que le consommateur paye plus son produit, mais après, il faut que ce soit la société en entier qui change. Et je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, toute la société ait envie de changer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, il faut que lorsqu'on a fini notre carrière, il faut qu'on ait laissé un peu plus de terre sur terre. Et ça, je trouve ça magnifique, parce que ça veut dire que derrière toi, tu as amélioré la fertilité des sols, et tu sais que tu as laissé quelque chose qui est durable, qui est pour les générations d'après. Genauso wie die Semmlinge in seinem Gewächshaus kümmert sich Benoît auch seinen Boden. Seiner Meinung nach geht die Rolle des Landwirts weit über das Erzeugen von Nahrungsmitteln hinaus. Mais tes produits ils sont quand même forcément un peu plus chers que ceux qu'on achète au supermarché ou au supermarché bio en tout cas. Ben pour le moment, oui. Et parce qu'il y a beaucoup plus de travail et de soins en fait, sur nos produits. Et on prend soin du sol, on essaie de prendre soin des gens qui travaillent et on va prendre soin des plantes. Il y a beaucoup de temps qui est mis et du coup ça fait augmenter un peu les prix. Ce que je remarque quand je t'écoute et quand j'écoute Sarah aussi, c'est qu'on peut faire du bio, on peut faire de la conservation des sols, on peut faire en sorte qu'on sécurise les rendements pour proposer des produits à un prix abordable, mais c'est hyper difficile de concilier les 3 paramètres, de faire à la fois bio, conservation des sols et produits à un prix abordable. Sur l'aspect de la production et le fait d'être en bio, on n'a pas de problème technique. Après, sur l'aspect du prix,
J'ai l'impression que pour faire mieux, en fait, c'est d'autres enjeux qui nous dépassent. Et en fait, là, même si peut-être mon aubergine, je vais devoir la vendre un peu plus cher que d'autres aubergines, finalement, la manière dont cette aubergine aura été produite aura un effet sur l'environnement, un effet social qui sera bien meilleur que d'autres produits. Donc si on fait vraiment une analyse de coût sur tout le produit, on verra que ce légume qui est peut-être un petit peu plus cher, au final, il coûte vraiment moins cher pour la société. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est d'arrêter de vouloir faire baisser à tout prix les coûts de production si on produit mal, quoi. Parce qu'en fait, ça nous coûte vraiment beaucoup plus cher. Il faudrait que l'alimentation occupe une place plus importante dans nos dépenses, pour qu'on puisse vraiment avoir accès à ces produits et pour qu'on soutienne des fermes comme la tienne? C'est une manière de voir, mais après, du coup, c'est comment on fait pour que tout le monde puisse accéder à ces types de produits. Donc là, c'est augmentation du pouvoir d'achat pour tout le monde. Ou sinon, on peut le voir que finalement, quelqu'un qui produit des légumes de la manière dont on les produit, produit un service pour la société, comme des instituteurs, comme des professeurs, comme les soignants. Et du coup, pourquoi pas être rémunéré pour notre service environnemental et social. Donc au final, la vie du sol, c'est aussi une question de société, une question politique. Absolument. La question de l'agriculture, c'est un truc qui doit concerner vraiment tout le monde parce qu'on mange tous, on a tous affaire à être en bonne santé et on est tous intéressés pour avoir une planète qui puisse être vivable pour tout le monde, quoi. Donc c'est pas de l'agro-business, c'est une question de société. Et du coup, j'espère que de plus en plus de personnes s'intéresseront au sujet, quoi. Es gibt landwirtschaftliche Praktiken, die das Bodenleben fördern und den dramatischen Verlust an Mutterboden eindämmen. Bei Sarah habe ich gesehen, dass man auch ohne Pflügen viel Getreide produzieren kann. Und bei Benoit bin ich auf den Geschmack von Gemüse von lebendigem Boden gekommen. Beide haben mir gezeigt, bei der Arbeit mit dem kostbaren Gut Boden muss man Kompromisse eingehen. Ein gesunder, lebendiger Boden geht uns alle an. Boden ist politisch. Eines jedenfalls ist sicher: Klima- und Umweltschutz beginnt in der Erde.